Nous avons vu que les dépenses intérieures de recherche, développement et innovation rapportées au PIB restent relativement faibles dans les Outre-mer, 0,5% comparativement à certaines régions de l'Hexagone qui comptent 2,2%. Dans ce contexte, la très grande majorité des effectifs rémunérés et des dépenses antérieures de RDI est issue du secteur public à 90%, à l'opposé de ce qui est observé en France hexagonale, 41%. Plusieurs facteurs structurels réduisent les innovations de produits et de procédés dans les entreprises ultramarines qui concentrent leurs innovations du coup au champ organisationnel. Ce secteur se structure autour de plusieurs centres publics de recherche spécialisés comme le CIRAD, le CNRS, l'IRD, l'IFREMER. Pour les plus importants d'entre eux, l'Université de La Réunion représente les 2/3 de la R&D publique à l'échelle des Outre-mer. Pour accroître la compétitivité des régions ultramarines et répondre aux objectifs du Livre bleu Outre-mer qui ambitionne de faire de nos territoires des territoires pionniers d'innovation, un ensemble de politiques publiques sont mises en place. L'octroi des fonds européens est directement conditionné à la définition d'une stratégie de spécialisation intelligente pour chaque région. Celle-ci doit soutenir l'élaboration de plusieurs schémas stratégiques régionaux qui ambitionnent notamment de renforcer l'adéquation entre les formations supérieures proposés et les secteurs innovants ciblés. De même, plusieurs outils fiscaux aux Outre-mer ont également été introduits pour inciter les entreprises à innover dans ces territoires. Il apparaît enfin essentiel que les territoires réussissent à renforcer leur visibilité à l'international pour attirer les start-up désireuses de s'y implanter. Pour nourrir la réflexion et le débat, nous vous entendrons, messieurs, Abel Iol, délégué régional à la recherche et à l'innovation pour le MESRI, le ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, M. Benjamin Thomas, vice-président délégué aux équipements numériques de la CINOR et président du CIROI, et M. Manuel Warnock, président du board de la communauté French Tech Réunion, M. Vladimir Boric, directeur de l'innovation territoriale au TCO, n'a pas pu nous rejoindre et il s'en excuse. Bonjour messieurs. Clarifions d'abord le rôle de l'État par rapport à l'innovation. L'État est-il le premier moteur d'innovation? Vous avez un micro à disposition pour prendre la parole. Oui, je vais être direct. Nous avons convenu que les réponses devront être courtes et en même temps voilà, informatives. C'est la raison pour laquelle je vais être direct. L'État, en tant que nation, n'est pas ordonnateur, mais est promoteur pour sa nation de l'innovation. Et d'abord, avant de répondre à cette question très directement, dire que l'innovation, pourquoi nous devons réaliser l'innovation? Je vais juste dire 3 termes qui me semblent importants. Le premier terme, c'est l'amélioration des conditions de vie des hommes et des femmes qui composent une nation, qui composent l'ensemble de notre humanité. L'amélioration des conditions de vie me semble extrêmement liée à deux plans d'innovation. Deuxièmement, je dirais le développement. Le développement aussi économique, social, et ça a été dit tout à l'heure, nécessite en fait de l'innovation. Et troisièmement, le progrès. Parce que nous sommes au XXIe siècle, nous oublions souvent que l'innovation est source de progrès et nous avons besoin de progrès tous les jours. Alors, quand vous me dites l'État, en tant que nation, doit promouvoir l'innovation, je vous dis oui. Et d'un autre côté, au niveau de l'organisation, avec les territoires, que ce soit au niveau des communautés de communes, au niveau de la région, au niveau de l'ensemble des acteurs des politiques publiques, l'État est aux côtés de ces acteurs territoriaux pour organiser une innovation, je dirais, territoriale et au niveau national et au niveau européen. Merci. L'État moteur, est-ce que c'est l'État qui fixe les lignes? Monsieur Thomas. D'abord, bonjour à tous. Merci à la Technopole pour sa présentation. Merci pour l'animation. L'État doit être un petit peu à l'initiative, il doit être moteur, me semble-t-il, dans un territoire, dans ce sens où il doit créer les conditions favorables à l'émergence, à la promotion de l'innovation à l'échelle des territoires. Cela étant dit, la loi NOTRe, me semble-t-il, a reconnu notamment la région comme chef de file en matière de promotion, d'accompagnement de la politique d'innovation à l'échelle des territoires, puisque c'est à l'échelle des territoires que me semble-t-il, on a les niveaux les plus pertinents pour mettre en œuvre des politiques publiques territorialisées.
Et je crois que ça doit se faire dans le cadre d'une bonne cohérence, dans le cadre d'une bonne articulation, parce que ce que recherchent, me semble-t-il, les entreprises, et la transition sera tout trouvé pour passer relais au troisième intervenant, c'est la cohérence, de la lisibilité, de l'efficience. Alors, loin d'une bataille de chapelle, État, collectivité, ce que les entreprises et les startups attendent, c'est un véritable accompagnement sur le plan humain, sur le plan technique, sur le plan financier. Et nous sommes là, nous, en complément, en articulation avec l'État et les organisations, les structures qui se sont mises en place sur le territoire pour accompagner cet écosystème et favoriser l'émergence d'innovation à l'échelle de la Réunion. Merci, Monsieur Warlop. Est-ce que c'est ce que vous ressentez également, l'État moteur? Est-ce que c'est lui qui fixe les lignes? Alors oui, tout à fait. Je voudrais juste compléter. Il faut savoir, ça va peut-être faire sourire au niveau national, le premier financeur d'innovation, c'est Pôle emploi. Et c'est vrai, puisqu'on a la chance en France de pouvoir prendre 2 années avec des droits. Il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs, notamment dans les startups aujourd'hui, qui prennent ces droits. Ça leur permet de monter leur projet avant de lancer leur startup. Donc c'est une réalité. Et puis après, bien sûr, des mieux intervient la BPI, mais on en reparlera. Et puis les dispositifs fiscaux. Oui, l'État est moteur. En tant que président de la French Tech, on sait que la French Tech, c'est une initiative gouvernementale, à l'époque, sous le gouvernement Hollande, avec Mme Pellerin. Et évidemment, la feuille de route, elle est ambitieuse. On connaît l'appétence de notre président actuellement pour l'innovation et pour la tech en général. Donc il y a énormément de dispositifs qui se sont montés de soutien à l'innovation. C'est plutôt dans une phase d'accélération. On parlera du crédit impôt innovation en 2022. Donc oui, nous, entreprises, nous sommes clients, entre guillemets, de tous ces dispositifs et on a tout intérêt à travailler main dans la main avec la puissance publique pour que ce soit utile, efficace et bien utilisé par tous. Très bien, donc on comprend qu'il y a une stratégie de territoire qui est déjà fixée. Est-ce que toutes les lignes vous paraissent claires? Et où en est-on de cette feuille de route qui est en cours? Monsieur Yeul. Oui, la feuille de route, elle est permanente en matière d'innovation. La feuille de route, elle est enrichie par des porteurs qui sont dans cet amphi. Et la feuille de route, ce qui a été dit avec les entreprises, nous la construisons. J'aimerais revenir à la dimension de la Réunion pour que ce soit très concret par rapport à ceux qui nous écoutent. Nous avons une feuille de route territoriale. La région est autorité de gestion des fonds européens. Nous travaillons avec la région pour construire, à travers la stratégie dite intelligente, un certain nombre d'indicateurs d'impact sur la recherche, le développement et l'innovation. Dans cette feuille de route, c'est un lieu commun, mais c'est très important de le réaffirmer par rapport à nos porteurs que la feuille de route est co-écrite, elle est co-animée entre la région, les services de l'État, les entreprises. Nous écoutons beaucoup les chefs d'entreprise, les start-upers. Et je vais en venir au niveau des dispositifs. Nous avons, à mon avis, 3 types de dispositifs. Ici, j'aimerais citer les politiques du ministère de l'Enseignement supérieur, qui sont souvent des politiques basées pour une partie à travers les concours. Le concours, c'est un prétexte, et à l'intérieur du concours, nous avons toute une œuvre formative afin que nos porteurs, nos jeunes, rentrent dans les politiques d'innovation. Et nous avons une politique aussi que ce soit au niveau national, régional, que je dirais, que je forme en politique de projet. C'est de la subvention de l'ensemble des financeurs qui va aller vers du financement. Et c'est là où le rôle moteur de l'État, est-ce que l'État est ambitieux pour apporter ce financement à travers de la subvention? Je vous dirais que dans la part État de la dernière programmation, nous sommes à plus de 11 millions d'euros, uniquement de l'État à la Réunion, et de l'État à la Réunion par le ministère de la Recherche. 11 millions d'euros, cela permet aux collectivités et à la région en particulier d'apporter aussi sa contribution qui est à peu près équivalente. Ce qui fait qu'avec les fonds européens, nous sommes aux environs de 100 millions d'euros. Je ne vais pas donner beaucoup de chiffres, mais c'est pour montrer que dans la construction de la subvention, elle est faite avec ce montage. Ensuite, dans cette politique de projet, les porteurs doivent nous proposer un projet. Ce n'est pas une subvention pour simplement financer un certain nombre d'éléments, c'est une subvention conditionnée au projet. Le projet a des indicateurs et tous ceux qui nous écoutent poseront des questions sur les différents indicateurs et l'impact. Et le dernier élément qui me semble très fort,
c'est de vous indiquer que la Cour des comptes a donné un élément, disons, de consommation des fonds publics sur la recherche et l'innovation. Sur 10 € dépensés en France, en 2020, 6 € proviennent du crédit impôt recherche. Et je classe le crédit impôt recherche en termes d'une aide indirecte. Cette aide est importante. Elle me permet de faire un tout petit peu de pédagogie. Dire que vous réalisez une innovation, cette innovation a l'impact, vous êtes financé en remboursement à la Réunion à 50% de vos dépenses. Cela valide toute la chaîne de vérification que vous avez réalisé l'innovation. Et en la matière du crédit impôt recherche, nous sommes le service qui accompagne ce dispositif. En général, par an, nous sommes à plus de 30 millions d'euros de dépenses par cette aide indirecte, qui pour nous est indispensable, encore une fois, parce qu'il valide en lui-même l'innovation. Merci Monsieur Viol. Peut-être avant de revenir sur les dispositifs, entendre Monsieur Thomas en tant que du coup représentant de la CINOR et la répartition des rôles évoqués entre l'État et les différentes collectivités. Est-ce que du coup il est facile pour les collectivités et communautés d'agglomération de s'approprier les outils, les feuilles de route et ainsi de développer une stratégie territoire? D'abord, peut-être, puisque la stratégie a été évoquée, la stratégie territoriale, il me semble qu'il y a une inflexion du côté de la région, puisque le comité régional pour l'innovation qui fixe les orientations en matière d'innovation à l'échelle du territoire était initialement composé des 3 grands partenaires, État, région, département. Il y a une ouverture qui a été faite lors de la première réunion, en tout cas sous l'actuelle mandature. Il a été proposé d'associer également les communautés de communes. Et donc, c'est une initiative qu'on salue, puisqu'effectivement, à l'échelle des micro-régions, je ne parle pas uniquement de la CINOR, malheureusement, le TSO n'est pas là, mais il y a vraiment une volonté de fédérer l'initiative et de susciter encore davantage d'innovation à l'échelle de nos territoires respectifs. Donc, effectivement, nous sommes partie prenante, ce qui ne nous empêche pas d'avoir une volonté politique au niveau de l'ensemble des territoires de favoriser ces synergies et ces créations d'entreprises. C'est pour ça qu'il y a à peu près, je crois que aux alentours des années 2000, l'initiative avait été faite de négocier avec un groupe privé l'acquisition de la parcelle sur le parc de Technor. Ça procède bien d'une volonté politique et on voit bien que 20 ans après, on a un écosystème de à peu près 115 entreprises, de 2000 emplois orientés sur la recherche, développement, dans le numérique, dans les biotechnologies. Ça procède bien d'une volonté politique. Il y a des documents cadres stratégiques qui sont élaborés. C'est tout naturel à l'échelle d'abord européenne, ensuite nationale. Et les entreprises, pour pouvoir émerger à ces financements, doivent répondre à ce cadre stratégique, puisqu'il s'agit de concentrer les moyens sur des technologies, sur des secteurs à fort potentiel au niveau de chaque territoire. Et c'est tout naturellement que nous devons nous conformer à cela. Parallèlement à cela, les politiques publiques au niveau des territoires accompagnent l'émergence d'innovation dans ces secteurs-là. Je pense en particulier au secteur des biosciences, des biotechnologies, des plantes médicinales, des secteurs où nous avons des avantages comparatifs indéniables au niveau de la Réunion. Monsieur Warlock, vous portez aujourd'hui un peu le regard des entreprises. Est-ce qu'elles vont naturellement solliciter les différents outils et dispositifs proposés par l'État et ses représentations? Oui, bien sûr. On est souvent bien en amont, du coup, dans la définition même de la ligne stratégique qui va être adoptée, du coup, dans sa déclinaison opérationnelle en outils de financement ou autre. Alors, l'État intervient aujourd'hui en aide directe aux entreprises, évidemment. Les collectivités jouent surtout un rôle d'animation, de filière, de soutien des structures comme la Technopole, comme la French Tech au travers de Digital Réunion. Donc là, on est plutôt dans une logique d'animation de territoire. Après, ce qui aujourd'hui peut, à mon sens, en tant que porte-parole des entreprises, il me semble qu'on va en reparler. Ce qui peut faire défaut, c'est au niveau de la commande publique et de la confiance qui va être accordée à nos jeunes entreprises innovantes et surtout à la méconnaissance des modalités d'achat public qui permettent d'accéder facilement à l'innovation. C'est-à-dire ? Alors, il existe depuis décembre de mémoire 2018 ce qu'on appelle un marché public innovant,
qui permet en fait à toute collectivité, organisme public de passer un marché en dessous de 100 000 €, si tant est que le service soit réellement innovant, et ce sans publicité ni même mise en concurrence. Donc ça simplifie grandement la tâche et de la collectivité, du pouvoir adjudicateur, mais aussi aux startups. Et ça, malheureusement, c'est un outil qui n'est absolument pas utilisé, ou très très peu aujourd'hui, parce que méconnu, parce que les services marchés sont assez frileux par rapport à ça. Ils ont peur de se faire rattraper par la patrouille plus tard. Et ça, c'est un vrai sujet. Donc c'est vrai qu'on attend beaucoup de l'État, des collectivités, qu'on travaille main dans la main pour qu'on puisse voir émerger ces dispositifs qui permettent à des startups d'accéder à un marché, de faire une preuve de concept au niveau d'un territoire pour pouvoir ensuite le déployer ailleurs, que ce soit à l'échelle de la Réunion et bien sûr dans la Réunion. Monsieur Thomas, est-ce que vous faites lecture de ces mêmes constats en termes de commande publique? En tout cas, M. Warlop a bien fait de souligner le problème du côté de la CINOR. Il y a des efforts qui sont faits ces récentes années pour notamment orienter davantage les marchés publics sur les TPE qui composent plus de 90% du marché local. On a introduit récemment une clause de développement durable dans les marchés du public et je pense que c'est effectivement le sens de l'histoire de pouvoir s'approprier les nouveaux outils disponibles pour davantage accompagner les TPE. Donc nous sommes dans un dialogue constant avec les opérateurs de la micro-région. On a des consultations régulières avec Digital Réunion, on accompagne Digital Réunion. Donc s'il y a un dialogue à avoir et s'il faut approfondir le sujet, on est bien évidemment disposé à le faire. De façon générale, est-ce que tous les crédits à disposition aujourd'hui de l'État en faveur de l'innovation sont utilisés? Est-ce que vous avez ce retour? Oui, je vais être technique un tout petit peu quelques secondes pour dire que, en réalité, en matière du financement, nous avons une règle que je formule en cofinancement. Le cofinancement est extrêmement important. Et puis nous avons un certain nombre de limites dans la dépense publique, c'est-à-dire que aider un acteur privé, nous avons un certain nombre de seuils sur lesquels nous ne pouvons pas déroger. Néanmoins, ce que j'aime dire aux porteurs de projet, c'est de découvrir en fait notre boîte à outils. La Technopole, nous fêtons les 20 ans de la Technopole. La Technopole a élaboré un mapping de l'innovation à La Réunion et je souhaite que beaucoup de porteurs s'appuient sur ce mapping pour découvrir les différents outils et en réalité le phasage et la dimension que l'on peut tirer de ces différents dispositifs. Je pense qu'il n'est pas exact de considérer que l'on pourrait tout consommer. Chaque porteur de projet, soit le projet est à l'identification d'une innovation, il y a des outils qui sont dimensionnés à l'identification et à la pré-incubation. Nous avons des outils qui sont dimensionnés sur le prototypage. Et donc voilà, c'est de la R&D et nous avons l'incubateur qui fait le prototypage. Nous avons des outils qui seront dimensionnés sur le prototypage mais en allant vers la maturation. Et ces outils doivent convenir à une période du chef d'entreprise ou du start-upper. Et nous avons des outils qui sont à développer à mon avis et qui ne sont pas suffisants sur l'accélération, justement sur les marchés, sur la commande publique. Là aussi, je pense que nous avons un certain nombre d'expertises pour y aller. Mais pour résumer, je considère que nos porteurs de projets sont des professionnels. Et j'aimerais m'adresser à eux en leur exprimant que dans la boîte à outils, ils doivent mobiliser une intelligence de porteurs de projets et aller à l'intérieur pour pouvoir y arriver. Et récemment, nous avons, avec la région, mis au point une convention sur, par exemple, le PIA cadre territorial. Donc, dans le cadre de cette mesure, nous avons apporté un certain nombre de crédits. Mais ces crédits sont plutôt, je dirais, dimensionnés pour des porteurs de projets qui sont au niveau de la maturation. Donc, l'idée, le prototypage a été bien finalisé et la personne souhaite aller vers le marché et avant d'aller dans l'accélération. Donc, c'est vraiment très intéressant que nous puissions être assez majeurs et dire que ce n'est pas véritablement une soupe où on devrait se servir de tout. Il faut avoir une intelligence dans cette boîte à outils.
Ça rejoint l'idée de stratégie globale, hein, de la stratégie de territoire et la nécessité en tout cas de co-construire à la fois entre l'État et ses différentes représentations et même les entreprises à l'échelle de la Réunion. Vous parlez de mapping et d'un ensemble de dispositifs. On sait que les porteurs de projets peuvent parfois se décourager devant toutes les démarches à entamer, administratives, financières, réglementaires, etc., etc. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que l'ensemble de ces dispositifs est assez lisible et accessible? Oui, je suis chercheur et je ne vais pas toujours dans la simplification. Pour les administratifs, il y a un fond commun où on dit voilà, il faut simplifier. Mais je pense que c'est une question extrêmement intéressante. Dans la construction et l'ensemble de nos partenaires, les collectivités, les entreprises, nous avons mis au point une stratégie des tiers-lieux. À La Réunion, nous avons plusieurs tiers-lieux. Nous avons plusieurs organismes ou lieux qui sont de transfert de technologie. La Technopole et l'incubateur en un. Le pôle de compétitivité en est un. Je dirais que nous avons des centres de ressources technologiques qui en sont. En fait, ces dispositifs, Sciences Réunion en est un. En fait, ces acteurs sont là pour accompagner et pour permettre aux porteurs de naviguer dans ce système. Donc, c'est extrêmement intéressant que ceux qui nous écoutent se rapprochent de ces acteurs selon la spécialisation de chaque acteur, leur permettre à la réussite. Et nous sommes là pour pouvoir le dimensionner en permanence. Et je ne pourrais pas dire que c'est clair, et ça pourrait difficilement être clair. Par contre, les porteurs de projets sont intelligents, et s'appuient aussi sur des dimensions que peut apporter la Technopole de manière très concrète, à dire que nous avons un comité de sélection de projets. Dans ce comité, il y a une valence de gestion de projets, de financement. Et cette aide pour le financement, le montant de projet, leur sera accordée à l'occasion de leur entrée à l'incubation. Je ne cite pas plusieurs dispositifs, et mon discours ne doit pas être tout est là, enfin nous devons progresser, mais pour ce qui est disponible, mon rôle aussi c'est d'expliquer où aller et trouver la mission ou le service. Je vais compléter. Alors effectivement, c'est le job que fait très bien aujourd'hui la Technopole. C'est ce que nous attachons à faire aussi à la French Tech, d'orienter, de guider les porteurs de projets, les start-upers. On vient de bénéficier d'un soutien de l'État, en fait. Donc c'est une initiative qui arrive de Paris, de Bercy, pour en 2022 mettre en place un dispositif qui vise à mettre en relation les startups avec tous les services de l'État auxquels il va être confronté dans son processus de création mais aussi de développement dans un même lieu et ce de manière récurrente. Donc à partir de l'année prochaine, on va avoir ces temps de rencontre avec des plannings qui seront organisés pour justement simplifier ce parcours du combattant qui n'est pas toujours simple effectivement quand on démarre et qu'on ne connaît pas toutes les bonnes personnes. Monsieur Thomas. Oui, je partage ce qui a été dit par les deux intervenants. Il y a toujours des marges de manœuvre en matière de visibilité, des marges de progression au niveau national, parce que c'est vrai que c'est ce qu'on reproche souvent, le système bureaucratique français, beaucoup d'aides, mais plusieurs guichets, et donc il y a un effort, je le conçois, à poursuivre en la matière. C'est bien aussi la volonté des territoires d'accompagner ce volet accompagnement des entreprises, à travers notamment par exemple le CIROI, puisqu'on ne l'a pas évoqué, mais c'est une structure, un plateau technique de recherche pluridisciplinaire qui possède en son sein une pépinière d'entreprise, et le rôle de la responsable de cette pépinière, c'est d'accompagner également les entreprises, parce que souvent, c'est vrai que les jeunes chefs d'entreprise ont un petit peu la tête dans les guidons, ils maîtrisent bien leur domaine, ils maîtrisent leur technologie, mais dès lors qu'il s'agit par exemple de commercialiser, dès lors qu'il s'agit de trouver des sources de financement, ils n'ont parfois ni l'expertise, ni la disponibilité pour le faire. Et c'est bien là le rôle, me semble-t-il, de la Technopole, le rôle de la pépinière, ce qui a été souligné, de pouvoir un peu décharger les chefs d'entreprise sur ce volet-là. En revanche, ce qui me semble, on doit avoir un saut qualitatif dans les délais d'instruction et d'exécution des dossiers. Ça, c'est une remarque récurrente qui est faite de la part des porteurs de projets, beaucoup trop de temps au niveau des collectivités, de la région par exemple. Je ne maîtrise pas sur le crédit impôt recherche, mais je sais qu'au niveau en tout cas je parle pour le CIROI, au niveau de l'instruction des demandes de financement, il est vrai, on le dit à La Réunion, on est très bien loti, il y a de l'argent,
Simplement, dans les process et dans les délais d'instruction, on a certainement des marges de progression réelles à opérer pour être vraiment efficace au niveau du territoire. Alors, je vais abonder effectivement dans les différents... Alors, les principaux contributeurs en matière de financement public, hein, c'est dans un premier lieu la BPI. La BPI, ça fonctionne très très bien, c'est très rapide. Enfin, selon moi, c'est aujourd'hui l'outil qui fonctionne le plus rapidement. Le crédit d'impôt, ça c'est simplement légal, c'est normal, enfin, c'est lié, on fait de l'avance de trésorerie, on est remboursé a posteriori sur la base de notre liasse fiscale, l'année d'après. On a connu il y a quelques temps des difficultés, on s'était rencontrés d'ailleurs pour essayer de mettre un coup de huile dans les rouages. Force est de constater qu'aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Les services de l'État ont fait un gros job et aujourd'hui ça fonctionne beaucoup mieux. Donc c'est un super outil dont il faut se saisir, d'autant que... alors il y avait aussi un travail à faire auprès des entreprises. Je pense que beaucoup ont fait l'erreur de monter des dossiers crédit impôt recherche, alors même que leurs travaux étaient probablement plus de nature, en tout cas plutôt en lien avec le crédit impôt innovation, qui est beaucoup moins exigeant en termes de procédés de recherche et qui permet du coup d'élargir un peu plus l'assiette des dépenses. Ce fameux crédit d'impôt innovation qui est aujourd'hui majoré à La Réunion à 40%. Alors le projet de loi de finances 2022 n'est pas encore voté, mais enfin les amendements ont été adoptés et il serait potentiellement augmenté à 60% l'année prochaine. C'est un formidable levier de traction pour l'innovation et pour créer de plus en plus de projets innovants. Donc ça fonctionne, mais il faut savoir avancer la trésorerie. Effectivement, là où ça pêche aujourd'hui, c'est sur les fonds, j'espère qu'il y a des gens de la région, mais sur les fonds européens, aujourd'hui, c'est tout simplement pas utilisable, ou presque, par les startups, puisque les délais sont beaucoup trop longs, on a le temps de mourir 10 fois avant de percevoir la subvention. Donc ça, il y a vraiment un travail à faire pour qu'on arrive à être... que ce soit efficace. On a ces sommes qui sont là, qui ont été fléchées dans le cadre de la stratégie intelligente du territoire, justement. C'est dommage aujourd'hui qu'elles ne puissent pas profiter aux startups et que du coup il faut avoir les reins assez solides et donc plutôt bénéficier aux entreprises plus matures. Monsieur Liol, vous souhaitez réagir? Oui, les améliorations dans notre système ces dernières années, nous avons un dispositif qui est la convention CIFRE. C'est une bourse où l'État apporte près de 19 000 € à une entreprise et qui contribue. Ce dispositif pourrait aussi connaître un certain nombre de retards. Aujourd'hui, depuis 2020, nous avons 2 mois pour donner une réponse favorable ou défavorable. Je précise, jusqu'à la réunion, nous avons 100% de réussite, c'est-à-dire que si tout le monde a bien travaillé, l'entreprise, l'université, les organismes, et nous avons 100% de réussite. Depuis près de 4 ans, nous avons 11 à 15 dossiers CIF, c'est rapide. Sur le crédit impôt recherche, c'est très bien, c'est extrêmement intéressant de reconnaître aussi lorsque la DRFIP et nous-mêmes, nous avons fait un certain nombre d'efforts pour écouter vos difficultés. Pendant la période Covid, nous avons mis en place avec la DRFIP un système qui permettait d'accélérer la gestion des dossiers qui étaient déposés. Il faut préciser que le crédit impôt recherche, l'entreprise a 3 ans pour déposer ses activités de R&D. Donc la peut prendre 3 ans. Lorsque cette entreprise prend 3 ans pour déposer, lorsqu'elle dépose, nous avons un temps d'instruction pour lui apporter la validation des activités réalisées 4 ans ou 5 ans avant. Donc ça peut aussi provenir de l'activité de l'entreprise qui n'a pas été, qui n'a pas déposé rapidement. Mais c'est son droit. Néanmoins, moi j'encourage nos porteurs à accélérer 2 aspects. Le rescrit fiscal, c'est-à-dire passer par le rescrit, très simplement nous déposer leur dossier l'année N-1 pour prétendre avoir la validation pour l'année N, l'année suivante. C'est très simple. Vous avez un projet pour 2022, vous le déposez en 2021, nous le validons sous forme de rescrit, que ce soit GEI ou crédit impôt recherche, et là, véritablement, le versement est rapide. Donc c'est une organisation que j'encourage très fort à accélérer. Nous l'avons accéléré avec les chiffres, puisque nos études montrent que dans les TPE, dans des entreprises qui sont aussi des grandes entreprises, lorsque le chiffre, c'est-à-dire la formation par la recherche, se réalise au sein de l'entreprise,
la partie état de l'art du crédit impôt recherche est de très haut niveau et nos experts valident plus facilement. C'est une information extrêmement positive que je donne, d'embaucher dans vos entreprises des docteurs, des masters, pour que ces jeunes portent des aspects de recherche qui vont vers l'innovation. Et ces dossiers, je vous assure, sont plus favorables et vous devez vous appuyer sur cet élément-là. Merci pour vos précisions. On entendra peut-être des réactions tout à l'heure. On va arriver, en tout cas, pour laisser aussi un petit moment d'échange pour ceux qui souhaitent témoigner ou questionner, peut-être vous interroger sur la réunion innovante dans 20 ans. La réunion qui innove dans 20 ans, est-ce que vous en auriez une image ou 3 mots à nous livrer, chacun votre tour? Monsieur Thomas? Ce que je constate d'abord, c'est qu'il y a, quand on regarde maintenant dans le rétroviseur, il y a une réappropriation de notre histoire, et une réappropriation de notre culture. D'ailleurs, à telle enseigne que, par exemple, Maloya a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une réappropriation de notre patrimoine, à telle enseigne que notre patrimoine naturel maintenant est classé également UNESCO. Et je crois qu'on va atteindre une nouvelle étape, on va franchir une étape supplémentaire, et nous sommes tous acteurs ici autour de la table. C'est la réappropriation de notre patrimoine, je pense à notre biodiversité terrestre, à notre biodiversité à travers les plantes médicinales. Et à telle enseigne que dans les 20 années futures, on va faire émerger des technologies qui vont être utilisées à l'échelle internationale pour des traitements de pathologies à base de plantes réunionnaises. Et ce travail-là, il a déjà commencé ici, au sein du CIROI, et ça sera vraiment une fierté parce qu'on va pouvoir mettre la Réunion sur la carte internationale. Et je suis persuadé qu'il y a encore un certain nombre de principes actifs, de plantes, d'espèces endémiques qui vont être encore davantage valorisées. Et ce travail, il est possible uniquement parce que nous avons ici un écosystème qui est à la tâche, et bien en ordre de marche. Nous avons, par exemple, 600 chercheurs à l'Université de La Réunion, nous avons 150 chercheurs au CIROI, donc nous avons d'équipes, une matière grise qui travaille et qui fonctionne. Nous avons des financements, nous avons l'accompagnement de l'ensemble des acteurs institutionnels, l'Europe, l'État, la région, les collectivités territoriales, et donc toutes les conditions sont réunies pour demain mettre notre jeunesse en l'air, parce que de plus en plus, elle souhaite innover, elle souhaite, cette jeunesse, créer sa propre activité et faire rayonner la Réunion à l'international. Et c'est l'ambition que nous portons, je pense, tous autour de cette table. Merci, Monsieur Thomas. Monsieur Yoel, 3 mots, une image. Oui, une image, un symbole, Raymond Albus. Okay. Dans 20 ans, 1 million d'habitants, des Raymond et des Raymond à Albus. Je prends ce symbole pour une raison de réappropriation, mais aussi, voilà, je suis pour un consensus dans l'innovation. Et dans Raymond Albus, moi j'ai retenu 2 mots. Le premier, c'est l'audace de cette personne, de cette jeune personne qui a tenté quelque chose d'improbable à l'époque, contesté. Mais donc d'abord l'audace et le courage, nous fêterons l'année prochaine un grand événement autour de Raymond Albus, nous le partageons avec la région. Mais le deuxième mot que je dirais sur l'innovation, c'est l'appropriation de l'innovation. Parce que en tant qu'enseignant de l'innovation, je considère souvent que la meilleure définition de l'innovation, c'est l'appropriation de la découverte. Et comme aujourd'hui, partout dans le monde, pour faire connaître la Réunion, au Mexique, en Amérique latine aussi, beaucoup de pays, en Afrique, en Asie, la colonisation de la vanille par cette technologie a permis de s'approprier de cette technique. Je pense que 1 million d'habitants, de femmes et d'hommes, vraiment, c'est ça mon image. Merci, Monsieur Warlock. Moi, je vois la Réunion comme étant un labo dans 20 ans. Je considère déjà que c'est un peu le cas aujourd'hui, mais ça, on doit aller beaucoup plus loin. Alors, effectivement, on a des richesses naturelles incroyables, des espèces endémiques, on a beaucoup de projets de recherche autour de ça, on a des plateaux techniques qui sont là, qui sont performants. On a un écosystème qui est quand même extrêmement dynamique pour un territoire ultramarin. On fait très clairement aujourd'hui figure de très très bons élèves depuis la fenêtre de Paris, et du coup on en tire les bénéfices, puisqu'on, sur tous les dispositifs, en tout cas French Tech, on a
On a plus de place que nos amis antillais ou autres qui nous est réservé, on a des volumes d'intervention de l'État plus importants, etc. Et donc, je crois que cette dynamique couplée à notre île, à la qualité de vie qu'on y a, ça doit permettre de multiplier les talents. On a une population très jeune, on a de plus en plus de formations dans la tech, dans le numérique notamment. Pendant le Covid, on a vu un phénomène migratoire important avec beaucoup de jeunes développeurs, réunionnais ou non, qui sont venus s'installer, soit qui sont rentrés sur l'île, soit qui sont venus s'installer, puisqu'on avait une situation un peu plus clémente, et les découvrants l'île ont décidé de rester. Donc on a des forces vives de plus en plus nombreuses, et comme on est sur un petit territoire, que le lien est facile, les relations humaines sont quand même assez cool ici, vous le savez, c'est plus facile pour une start-up de tester son produit à l'échelle locale, de commencer à valoriser son concept, après pour l'exporter, et voilà. Donc je vois vraiment la Réunion comme un labo pour développer des innovations, les tester sur le marché local à petite échelle et après faire rayonner la Réunion. Merci messieurs en tout cas pour vos éclairages. On va ouvrir un temps d'échange avec l'Assemblée. Vous avez la parole si vous le souhaitez. 2 micros circulent. Vous pouvez témoigner ou questionner l'un de nos participants dans le respect des gestes barrières. Évidemment, je vous demanderai de garder votre masque, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter, s'il vous plaît? Oui. Bonjour tout le monde. Je suis Anne-Laure Payette, consultante en transformation digitale et présidente de la Chambre économique de Saint-Denis. J'ai une question. Vous avez pas mal parlé des financements publics. On a beaucoup de chance, on est réunionnais, on est français, on est européen, on a plein de financements pour l'innovation partout. Par contre, c'est potentiellement un financement qui n'est pas à 100% et qui ne finance pas forcément le fonctionnement. Donc en tant que porteur de projets innovants, comment les politiques publiques peuvent accompagner des équipes à aller chercher le reste du financement? Oui, je dois vraiment indiquer que je ne connais pas votre projet, votre démarche, mais nous finançons à 100%. L'État moteur tout à l'heure, nous avons un certain nombre de dispositifs dans lesquels nous, en tant que service instructeur, soit pour le BOP 123, c'est-à-dire le préfet de la Réunion, soit au niveau national, dans certaines situations, nous sommes amenés à accompagner à 100%. Ce n'est pas une publicité du 100%, mais nous avons un certain nombre de thématiques émergentes ou d'entreprises émergentes où nous avons des politiques qui nous permettent de faire amorcer et ensuite faire prendre une partie avec les règles de financement des fonds publics. Mais je pense que nous arrivons à accompagner des projets à une hauteur raisonnable à 100%. C'est assez rare, je pense, mais... Je voulais juste compléter la réponse, rebondir sur ce qui vient d'être dit. Ça a été dit tout à l'heure par Yolande au niveau des implications des fonds privés dans l'innovation à La Réunion. On a une grande marge de progression possible également à ce niveau-là, puisque vous le disiez, on est aux alentours de 10%, alors qu'au niveau national, on a franchi la barre des 50% de fonds privés injectés dans l'innovation. Donc c'est vraiment là aussi que nous devons travailler, les EPCI, la région, l'État et le département, pour sensibiliser le monde économique, leur donner confiance en la prise de risque, confiance en l'innovation. Ça sera notre rôle à tous. Il fut un temps où il y avait un Réunion Angels, alors peut-être que ce n'était pas encore tout à fait mature, mais il y a quelque chose à créer, à construire, et on en a bien conscience. Alors, je vais compléter effectivement Anne-Laure, mais effectivement, il est très rare. Les règles européennes imposent justement qu'on ne soit pas un financement à 100% dans la majorité des cas. Donc la réponse, elle réside, je suis complètement d'accord, dans les fonds privés. Et là se pose effectivement ce fameux sujet qu'on ne découvre pas, hein, mais à La Réunion,
manque cruel de capitaux propres pour les entreprises. La plupart des outils en plus, type BPI, sont souvent conditionnés, interviennent à la hauteur des fonds propres des entreprises. Donc se pose vraiment la question de l'amorçage et du démarrage des projets. Après, on a des fonds d'investissement qui interviennent, qui sont soutenus d'ailleurs par la région et l'Europe pour certains, mais se pose la question de l'amorçage. Là où en métropole, vous avez, sur Paris, je ne sais pas, il doit y avoir une trentaine de réseaux de business angels différents, c'est vrai aussi dans toutes les grandes villes. Là aujourd'hui, à La Réunion, ça fait défaut. Alors, il y a quelques initiatives qui ont été prises. On porte un projet à la French Tech, mais ça fait longtemps, on a du mal, sincèrement, on a beaucoup de mal à structurer ce projet. Et c'est vrai que je pense que les collectivités, l'État, peuvent nous aider, soit sous forme d'incitation fiscale ou même de rassurer ou de venir abonder des investissements qui seraient faits. Mais c'est vrai qu'on a un gros travail à faire de sensibilisation à la prise de risque pour de potentiels investisseurs réunionnais. Il y a beaucoup d'argent à La Réunion. Ce serait bien qu'il ne soit pas fléché que sur de l'immobilier. Vous parlez de sensibilisation effectivement à mener auprès des acteurs privés, des entreprises. Quels sont les freins aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'il y a si peu d'entreprises privées qui investissent aujourd'hui dans la R&D à La Réunion? Alors, je pense qu'il y a déjà une méconnaissance du monde des startups. Ce que je viens de dire est très vrai. Entre investir 1 euro dans de la pierre et 1 euro dans une start-up, le risque n'est évidemment pas le même. On n'est pas dans une construction patrimoniale. Donc voilà, c'est pas anodin. Moi, il me semble que La Réunion a produit de la richesse aujourd'hui dans des entreprises, dans des familles. Il me semblerait juste qu'une partie de cette richesse soit redistribuée vers la jeunesse locale et notamment celle qui porte des projets innovants. Après, c'est vrai que c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire, plus on aura de champions à La Réunion qui émergeront, qui donneront l'exemple, plus les gens seront potentiellement rassurés en disant que ça peut marcher. C'est vrai qu'on a, jusqu'alors, on n'a pas eu des centaines de startups qui sont développées au niveau mondial. On a eu de la casse comme partout. Et c'est vrai que voilà, il faut qu'on en ait de plus en plus qui sortent, qui se déploient au national et puis qui se pérennisent pour assurer les investisseurs réguliers. Merci. Peut-être pour compléter, je pense qu'il y a deux facteurs. On l'avait dit, c'est le tissu économique est composé à 90% de TPE. Et les entreprises sont forcément outillées financièrement pour pouvoir mettre des fonds supplémentaires, investir dans des entreprises. Et puis le temps d'innovation, malheureusement, c'est un temps long, quoi. Avant de voir les résultats, de récolter les fruits, c'est une longue période. Et deuxième paramètre, c'est le contexte sanitaire qui fait que peu de visibilité sur l'avenir, des entreprises en souffrance, des fermetures d'ailleurs dans certains secteurs, notamment par exemple l'hôtellerie, la restauration, etc. La période est peu propice à des prises de participation dans des sociétés, dans un contexte déjà volatile, j'allais dire. Mais on dénote quand même un retard, parce qu'au niveau national, ça fait 3 ans que tous les records volent en matière d'investissement privé. On est devenu aujourd'hui deuxième place européenne d'investissement. Il faut reconnaître qu'à La Réunion, on est à la traîne sur ce sujet-là. Donc, il n'y a pas de raison, parce que le Covid est là aussi en métropole. Donc la taille de l'écosystème, je pense, oui, est importante. Effectivement, la taille de nos entreprises ici clientes, et c'est en ça, je le dis, la commande publique, pour moi, elle est extrêmement importante. Entre 1 euro de chiffre d'affaires et 1 euro de subvention, il n'y a pas photo. L'euro de chiffre d'affaires a beaucoup plus de valeur. Ça veut dire que vous avez trouvé votre marché. Ça veut dire que vous pouvez le reproduire. Ça rassure des investisseurs. Donc la subvention, c'est bien, mais le marché et les clients, c'est beaucoup mieux. Merci. Il nous reste un tout petit peu de temps. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir? J'ai mis sous Premier ministre. En fait, pour compléter, je suis consultant et j'interviens au niveau des entreprises. Effectivement, pour compléter ce qui a été dit, beaucoup d'entreprises à La Réunion sont sous-capitalisées et vous avez des petites entreprises. Et effectivement, les entreprises n'ont pas de ligne dans le budget, ils ne mettent pas une ligne recherche et développement, innovation. Et je crois qu'il est important de rappeler que toutes les entreprises, et même les associations, devraient avoir, quand elles ont les moyens, la possibilité de le faire, donc de mettre en place dans le budget
une ligne recherche et innovation qui pourra être complétée après par l'ensemble des aides existantes. Parce qu'il y a effectivement d'autres aides qui existent, et vous l'avez dit tout à l'heure, et il y a besoin que les entreprises, enfin en tout cas les chefs d'entreprise, prennent conscience que si elles veulent développer, s'ils veulent développer leurs entreprises, s'ils veulent que les entreprises deviennent aussi ou arrivent sur des projets d'innovation, il faut un petit fonds de leur part qui puisse mobiliser les autres fonds. Un petit souci effectivement avec les fonds PPI, c'est le maximum qu'on peut avoir en termes de prêts, c'est le montant des ressources propres de l'entreprise. Mais quand vous avez des petites entreprises sous-capitalisées, ça veut dire aussi que la somme que vous avez mobilisée, elle reste très faible. Un petit mot sur l'innovation aussi. J'ai travaillé pendant 2 ans sur un projet de transformer en fait les pneus, donc je travaillais à Solival, les pneus pour fabriquer des sols souples que vous retrouvez aujourd'hui en magasin. Donc j'ai passé du temps à normaliser ces pneus. Et je me suis rendu compte que sur La Réunion, il n'y a aucune plateforme qui aujourd'hui certifie ou normalise les produits fabriqués à La Réunion. Ça veut dire que là, c'est vraiment une idée que je lance à l'ensemble de la table. Il faudrait se poser la question de quels sont aujourd'hui les produits fabriqués à La Réunion qui nécessitent une normalisation de ces produits, et derrière mettre en place des plateformes de normalisation pour éviter en fait qu'on renvoie tous nos produits en métropole, que derrière ça prend beaucoup plus de temps avec un coût qui est sûrement plus élevé que si on avait mis en place cela à La Réunion. Et un dernier point, c'est sur le vivre ensemble. Je pense vous avez à peu près abordé la question, et même Manuel l'a plus ou moins abordé. On a sur La Réunion, tout le monde se dit, on est d'accord, on vit ensemble, etc. C'est super, c'est bien. Voilà. Mais je pense qu'il faut travailler sur cette notion de vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est travailler ensemble, c'est se respecter et c'est se développer ensemble le territoire de La Réunion. Et que l'innovation doit être aussi dans ce développement du territoire. On ne doit pas être juste dans de l'innovation technologique, mais aussi dans de l'innovation humaine, dans de l'innovation sociétale. Et je pense qu'il faut aussi, à un moment donné, creuser tout cela. Voilà. Merci. Oui, j'aimerais... C'est un axe central et stratégique pour La Réunion. Je vous le dis en un mot, lorsque nous allons sur des projets ANR ou PIA au niveau national, nous avons une différenciation à faire sur l'innovation sociale, l'innovation culturelle. Alors que nous présentons nos dossiers à 90% sur les innovations technologiques et nous ne mettons pas l'accent là où nous devrons gagner le maximum de points. Je pense qu'il y a presque plus qu'une réflexion à avoir là-dessus. C'est une tactique, et j'aime bien utiliser le mot tactique dans le parcours de l'innovation, que La Réunion doit se différencier en mettant en avant le point le plus fort qui est le vivre ensemble et tout ce qui est culturel à La Réunion qui contribue peut-être à devenir un exemple pour l'extérieur. Et pour ce qui est de la labellisation, des certifications, nous avons un CRT qui est le CIRBAT sur le bâtiment tropical. Et je pense que nous pouvons pousser cette idée pour plusieurs structures, conduire le CIRBAT à accompagner nos porteurs sur la réglementation, sur le BTP, sur d'autres types d'innovations, et peut-être vous faciliter les marchés publics, parce que je sais que sur ce sujet, si on n'a pas une certification conforme, nous pouvons difficilement transformer les innovations à rentrer dans différents types de marchés. Donc c'est les 2 commentaires que je veux apporter. Merci. Nous avons d'autres mains levées. Oui, bonjour, Pierre Tambouran, du coup, cofondateur d'une entreprise dans la valorisation des déchets. C'est une question que je voulais poser tout à l'heure, mais je profite parce que ça rejoint un peu le sujet des politiques publiques au service de l'innovation. On parle d'innovation, mais il y a un frein aussi. On parle beaucoup de ce qui se passe à La Réunion. On a une force, on est dans une région, l'océan Indien, on a beaucoup de pays qui nous entourent. Et c'est vrai que pour notre projet comme le nôtre, un projet industriel, le frein, c'est la structuration des coûts. Donc c'est pour une techno qui existe déjà ailleurs, mais qui existe pour des plus grands volumes. Aujourd'hui, nous, dans notre activité, et je pense que pour beaucoup d'activités, on a ce frein réglementaire des échanges avec les pays qui nous entourent, l'océan Indien.
Est-ce que justement, ce ne serait pas aux politiques publiques et aux entreprises aussi, et à tous les acteurs de l'écosystème, de pouvoir faciliter l'échange, le développement et du coup d'innover en matière de coopération régionale? Oui. J'ai évoqué tout à l'heure très rapidement le CIRBAT. L'État n'a pas vocation à faire évoluer tout seul la réglementation. Mais effectivement, l'intelligence collective du territoire permet aux parlementaires qui sont sensibilisés sur cette question, aux professionnels que vous êtes, aux startups qui veulent rentrer dans les marchés, de nous organiser de manière stratégique au niveau du territoire et faire évoluer les adaptations. Moi, je peux vous indiquer que sur le crédit impôt recherche et le crédit impôt innovation, dans le volet bâtiment en milieu tropical, nous travaillons avec de l'expertise dans les milieux tropicaux au niveau national à identifier les experts qui comprennent les défis du territoire tropical. Donc, lorsque j'envoie un dossier en métropole et que l'expert est spécialisé sur le milieu tropical, nous pensons que la vie est plus favorable si cet expert comprend les défis, les contraintes dans le milieu tropical. Donc nous le faisons. Donc, vraiment, mon propos, c'est de vous réunir au sein des centres de ressources et avoir une approche commune à faire évoluer, lorsque c'est nécessaire, la réglementation.